Bonjour à tous, merci de m'accueillir à cette heure de sieste. Détendez-vous, tout va bien. Je remercie donc mes amis Mohamed de l'invitation. Donc j'ai le plaisir de vous parler d'un sujet qui m'intéresse tout particulièrement, c'est les traitements du trouble de stress post-traumatique et plus particulièrement aujourd'hui de la place de quelque chose de plus innovant, les techniques de neurostimulation peuvent-elles être utilisées et comment peuvent être utilisées dans le stress post-traumatique. Donc le trouble de stress post-traumatique est très à la mode en ce moment avec le retour de guerre, les événements traumatiques des attentats, mais ce n'est pas un sujet récent, c'est même en dehors des périodes de guerre, cela aussi est fréquent, puisque ça concerne à peu près 8% de la population générale, suite à des événements comme les agressions sexuelles, les accidents de la route sont pourvoyeurs de beaucoup d'événements traumatiques. Dans la majorité des cas, nous sommes résilients, spontanément résilients, et on se remet plutôt naturellement. Dans un certain nombre de cas, on peut avoir des manifestations de cauchemars, de syndrome de répétition, d'hypervigilance, de sursaut, et surtout d'évitement, ce qui caractérise pas mal le trouble, de point de vue clinique. Mais de point de vue biologique, les études sur les 30 dernières années ont permis également de mettre en évidence des perturbations de l'axe corticotrope du stress, une non-extinction de la peur, c'est-à-dire que quand vous vivez quelque chose de traumatique, vous avez tout le corps qui se met en vigilance et on n'arrive pas à éteindre cette vigilance. Naturellement, quand on vit quelque chose d'éprouvant, on arrive toujours à redevenir à un niveau normal, c'est ce qu'on appelle la résilience, mais dans certains cas de figure, il y a la non-extinction de la peur et la personne se sent en danger en permanence. Qu'il y ait danger ou qu'il n'y ait pas danger. De point de vue anatomique, un certain nombre aussi de données dans les 30 dernières années nous ont permis d'acquérir des données, notamment en termes d'hypotrophie de certaines régions comme l'hippocampe, l'épaisseur corticale, ainsi de suite. Du point de vue thérapeutique, les recommandations, on va y revenir, mais en première instance, ce sont les psychothérapies. En deuxième intention, ce sont les médicaments. Et on va parler aujourd'hui, en troisième intention, des neurostimulations. Vous avez ici un tableau des principales recommandations, des plus récentes, sur les stratégies thérapeutiques quand vous avez un patient qui souffre de stress post-traumatique. Et vous voyez que, en première intention, nous avons dans les thérapies, le principe, c'est de la thérapie d'exposition. Qu'elles soient les thérapies cognitives comportementales, le MDR ou les thérapies cognitives et autres, il y a un principe commun à toutes ces thérapies, c'est le principe d'exposition. Alors, le principe, c'est comme, ça ressemble beaucoup à celui dans le cas d'une phobie. Vous avez quelqu'un qui a une phobie quelconque, vous allez faire un principe d'exposition progressive et accompagner jusqu'à l'extinction de la peur. C'est la même idée ici, qui peut être plus ou moins structurée, plus ou moins accompagnée d'autres techniques thérapeutiques, mais c'est le principe que j'aimerais que vous reteniez pour la suite. Vous voyez que les médicaments en général viennent en deuxième voire en troisième intention et les neurostimulations aujourd'hui ne font pas partie des recommandations. Alors qu'est-ce qu'on a appris sur le cerveau qui va nous permettre d'utiliser ces techniques de neurostimulation? Vous avez ici une synthèse des données de la littérature sur la neuroimagerie et la neuroanatomie dans le cerveau. Vous avez trois structures qui nous intéressent. Vous avez en premier, en rouge ici, au fond du cerveau, l'amygdale. L'amygdale, c'est le centre des pompiers. C'est ce qui se déclenche tout de suite. C'est ce qui donne l'alerte.
D'ailleurs, c'est rouge parce que c'est comme les pompiers. Ils vont aller tout de suite mettre l'alerte et va vous permettre de déclencher la peur, la panique. C'est ce qui se passe dans le cerveau, c'est la panique. Et c'est une panique très utile parce qu'il faut trouver des solutions, fuir, se battre, échapper au danger. Le problème, c'est cette alerte, cette sirène ne s'éteint pas. Quand la sirène ne s'éteint pas et perdure dans le temps, c'est le stress post-traumatique. Donc on a une suractivation de cette sirène qui est associée aux symptômes d'hypervigilance, d'hyperactivation et de répétition. Vous avez une deuxième structure à côté qui est l'hippocampe, qui, dès que la sirène se déclenche, il se réveille, il dit « Ah, il y a de l'information à enregistrer ». Donc il enregistre toutes les informations, et c'est le genre d'information que vous ne pourrez pas oublier. C'est le genre d'information qu'un patient ne pourra jamais oublier. Pourtant, il y a un paradoxe social, puisque tout l'entourage, tous les gens bienveillants, ils disent « Bon, maintenant, ça suffit, tu oublies, arrête d'en parler, il faut passer à autre chose. » C'est antinomique. Donc, on ne peut pas chercher à oublier quelque chose qui est gravé dans du marbre, il va falloir apprendre à faire avec, d'où le principe d'exposition. Alors, il y a une troisième région d'intérêt, c'est la tour de contrôle, c'est le cortex cingulaire antérieur, c'est frontal, donc c'est un peu celui qui coordonne un peu les choses, le chef d'orchestre. Normalement, lui, il a le rôle d'interpréter les émotions qui viennent de l'amygdale, puis après de donner l'ordre de s'apaiser. Sauf qu'il n'arrive pas à jouer ce rôle dans le stress post-traumatique, il n'arrive pas à inhiber l'amygdale, donc il est hypoactif, il est acculé par l'effet du stress et il a du mal à s'éteindre. Ce qui nous donne le modèle admis, communément accepté, qui a une hyperactivation de l'amygdale, une hypoactivation du cortex préfrontal, puis l'hippocampe qui stocke les informations, qui traite ces informations. Donc ces altérations, ces défauts d'extinction de la peur sont décrites, maintenant sont bien connues autant chez l'homme que dans le modèle animal. Donc partant de ce constat-là, vous dites, c'est intéressant, on a des cibles, on a des régions anatomiques qui sont intéressantes, qui sont identifiées. On peut peut-être les travailler avec, les stimuler, ou les désactiver ou les activer. Donc c'est un peu le principe du projet sur lequel on travaille, avec l'idée d'essayer soit de stimuler cette région qui est le cortex préfrontal qui est hypoactive dans le stress post-traumatique. L'autre alternative serait d'aller stimuler l'amygdale, d'aller inhiber l'amygdale, mais c'est une région très profonde. L'hippocampe, on ne va pas forcément y toucher, puisque lui, il sert plus finalement pour la mémoire. Donc, les techniques de neurostimulation, vous en connaissez au moins une ou deux. Les sismothérapies, les stimulations magnétiques transcrâniennes répétitives et des stimulations cérébrales profondes. Alors, si on fait un petit tour de la littérature sur ces techniques-là, est-ce que le CT, est-ce qu'on peut l'utiliser dans le traitement du stress post-traumatique? Il n'y a quasiment rien dans la littérature. Une seule revue de la littérature a publié des cas, en fait. On a 4 cas dans la littérature sur une période, vous voyez, de 58 à 2016. Il y a une étude rétrospective sur 26 patients, mais pour lesquels c'était une comorbidité. Donc il y avait la comorbidité dépressive, les gens avaient une comorbidité de stress post-traumatique, et donc l'étude a analysé, en fait, l'intérêt de l'ECT. Et dans cette étude-là, c'était en unilatéral, le bénéfice était pour la dépression, il n'y avait pas de bénéfice pour le stress post-traumatique. D'autres études de cas isolés ont plutôt avancé peut-être l'intérêt de l'ECT en bilatéral dans le traitement du stress post-traumatique résistant et comorbide. Donc,
vous voyez qu'on tâtonne, il n'y a pas vraiment d'ailleurs de logique, puisque dans l'électroconvulsivothérapie, vous faites une crise généralisée du cerveau, vous ne provoquez pas une stimulation focale sur des zones d'intérêt. D'autres auteurs ont évoqué l'idée de faire évoquer le souvenir traumatique juste avant d'endormir la personne, mais bon, c'est une hypothèse de travail pour laquelle on n'a pas de réponse. Donc, pour les sismos, tout reste à faire. Moi-même, je ne ferai pas d'études sur ce sujet-là, donc vous pouvez y aller. Donc, il y a des questions comme y a-t-il un raisonnement là-dessus? Quel est le choix des électrodes? Est-ce qu'il faut mettre en bilatéral, en unilatéral? Quel nombre de séances? Quelle méthodologie? Faut-il associer d'autres molécules avec? Faut-il avoir une réactivation du souvenir avant la sismo? Et y a-t-il une action vraiment différenciée entre l'aspect dépressif et l'aspect de stress post-traumatique? La deuxième méthode d'intérêt, c'est les stimulations cérébrales profondes. Vous en avez tous entendu parler dans la dépression ou dans les TOC, pour lesquels il y a des arguments. Ici, si on dit cérébrale profonde, ça veut dire on va cibler l'amygdale, a priori, puisque c'est la zone profonde qui, dans notre modèle, est intéressante. Mais il y a aussi des études qui ont montré des altérations du circuit de la récompense dans le trouble de stress post-traumatique. Il n'y a pas de données vraiment solides aujourd'hui pour soutenir ces hypothèses-là. Il y a des données chez l'animal, dans le traitement de la potentialisation de la peur, qui sont intéressantes, mais chez l'humain, il n'y a qu'une étude de cas qui était également pour un autre traitement et qui avait stimulé le noyau basolatéral de l'amygdale, pour lequel on a eu un bénéfice qui était persistant 8 mois après l'opération. Et bon, vous connaissez la complexité d'une chirurgie pour, en plus, toucher l'amygdale, c'est toujours un peu problématique. La troisième technique qui nous intéresse, c'est la TDCS, qui est une stimulation à courant continu transcrânien entre deux électrodes posées sur le scalp. Pour cette technique qui est plutôt émergente, il y a des données intéressantes pour... ils ont étudié dans un paradigme de dire on va conditionner expérimentalement des sujets sains, conditionnement à la peur, et puis on va voir si la TDCS va permettre l'extinction de la peur. Et effectivement, on a un signal. L'autre signal intéressant, c'est une ou deux études qui ont montré l'intérêt dans l'amélioration de la mémoire de travail dans le stress post-traumatique. Dans cette indication, la cible, c'est donc le cortex préfrontal, ventromédian, et à des fréquences élevées. Donc on va cibler cette région hypoactive et on va stimuler plutôt fortement pour activer cette zone. Pour l'instant, il n'y a aucun essai randomisé en double aveugle dans le traitement du stress post-traumatique. Nous avons, dans la région Grand Ouest, un essai randomisé en double aveugle qui est en cours entre les hôpitaux du Grand Ouest et qui est piloté partout. La RTMS, c'est l'autre technique non invasive transcrânienne, la stimulation donc, par ondes magnétiques. C'est là où on a le plus de données, puisqu'on a à peu près 7 études, des essais intéressants, avec comme cible donc, le cortex dorsolatéral préfrontal droit, et non pas le gauche, comme dans le trouble de stress post-traumatique. On va proposer une stimulation de type activation, donc à forte fréquence. Il y a eu des essais à 1, 10 et 20 Hz, et ce qui est le plus efficace semble être le 10 Hz. Et on est autour de 10 à 15 séances, avec de toute évidence un bénéfice qui persiste au-delà des 3 mois de traitement. Donc d'autres questions restent posées sur est-ce qu'on garde des traitements ou pas, quel est le délai par rapport au traumatisme vécu. En tout cas, c'est une technique
pour ceux qui ne connaissent pas, qui est relativement sécure. On va appliquer un champ magnétique à travers la boîte crânienne et on peut faire le choix d'avoir soit à activer la zone cible, donc on va utiliser des fréquences élevées, soit à inhiber la zone cible, on va utiliser une fréquence plutôt basse. Non invasif, indolore, ça se présente comme ça. Vous allez allonger le patient ici, vous allez positionner la sonde en face de la région cible. Si vous avez un neuronavigateur, cela également permet de mieux préciser la zone anatomique cible. Un autre élément intéressant, plus récent, puisque c'est en 2013, il y a une sonde petit animal qui est sortie. Pour ceux qui s'intéressent à la recherche, c'est quelque chose qui nous a intéressés, dont je vais vous parler. Donc nous avons démarré maintenant depuis 3 ans un projet de traitement du stress post-traumatique avec la RTMS. Mais contrairement à ce qui se faisait dans la littérature, nous, notre idée, c'est ne pas seulement mettre un patient, le stimuler sans avoir activé le réseau sous-jacent. On cherche, nous, à activer le réseau neuronal sous-jacent en faisant une thérapie d'exposition simultanée, si j'ose dire. C'est-à-dire, on va demander au sujet de lire son histoire traumatique, son script traumatique qu'il a rédigé lui-même. Donc, il y a une part d'auto-exposition. Et pendant qu'il s'expose à son propre souvenir traumatique, donc on a le réseau amygdale activé avec le cortex préfrontal, ben à ce moment-là, on va intervenir au niveau du cortex préfrontal pour activer cette région qui devrait inhiber l'amygdale. Et donc, on va avoir un bénéfice en direct. En tout cas, c'est l'hypothèse. C'est l'hypothèse et on est donc dans une étude randomisée en double aveugle avec 60 patients cibles. Nous sommes à 30 patients sur 60. Et l'idée, donc, c'est d'activer le cortex préfrontal. Il y a 2 groupes. Dans les 2 cas, le patient lit son histoire traumatique, donc il y a une thérapie d'exposition quelque part, dans un milieu rassurant. Il y a un bras RTMS placebo, un bras actif. Donc c'est un projet qui intéresse beaucoup, et de temps en temps, les médias aussi s'en emparent, puisque ça les intéresse de voir comment, avec une machine, nous pouvons modifier le contenu émotionnel d'un souvenir. Donc ça, c'est pour la partie humaine. Et en fait, en parallèle, on a commencé un travail chez la souris. Parce que je suis dans un laboratoire, on travaille chez la souris. Et on s'est dit, mais et si on regardait chez la souris, de voir, est-ce que les RTMS, est-ce qu'on peut apporter une preuve aussi tangible de l'effet de ces ondes magnétiques chez la souris? Donc, en même temps, il sortait donc cette sonde spécifique et on a donc démarré ce travail qui est relativement complexe au début du point de vue technique parce que c'est une sonde qui était faite pour le rat et nous, on l'a adaptée pour la souris. Vous voyez, dans un cadre comme ça, stéréotaxique, où la sonde est déjà plus grande que la souris elle-même. Donc on a adapté le dispositif, on a mis un matériel spécifique pour créer une fenêtre ciblée sur la région du cerveau qui nous intéresse. Et ensuite, on a traumatisé les souris, si j'ose dire. Mais avant de faire cela, il fallait vérifier qu'on soit capable de faire le seuil moteur chez la souris, comme on fait le seuil moteur chez l'homme, pour déterminer l'excitabilité corticale, ce que nous avons réussi à faire ici avec une focalité de la stimulation relativement intéressante. Ensuite, comment on crée un trouble de stress post-traumatique chez la souris? Ben là, nous avons pris un contexte de choc électrique, 1,5 mA, et qui était déjà validé, publié, ainsi de suite. Et une fois qu'elles sont en stress post-traumatique, on fait une fenêtre de stimulation ici et de traitement par la RTMS. Et on étudie après le comportement, l'effet, celles qui sont traumatisées, l'intérêt de la RTMS. On a fait aussi de la RTMS placebo. On a fait de la fluoxétine et de la fluoxétine placebo. Et ce qu'on observe, c'est que, vous voyez ici, ça c'est à gauche, vous avez le groupe témoin, et à droite, vous avez les groupes stress post-traumatique.
Vous voyez déjà en termes de latence au freezing, le freezing c'est un comportement anxieux de peur. Vous voyez, tous les groupes ils freezent très rapidement quand ils sont réexposés au milieu traumatique. Donc le délai au freezing était très rapide, il n'y a pas de différence entre les différents groupes. Par contre, quand vous mettez, donc là le groupe PTSD, le temps qu'il passe à freezer, à être anxieux, vous avez la RTMS ici qui est très basse, la RTMS placebo qui sont très élevées, la fluoxétine. Donc la fluoxétine et la RTMS ont été efficaces pour diminuer la peur et le freezing associé dans la réexposition aux souvenirs traumatiques. On a voulu ici vérifier dans quelle zone du cerveau il y a un signal. Et ce signal, c'est-à-dire de la synthèse protéique, dans quelle région du cerveau. On a vu que seul le groupe RTMS a été bénéfique pour la sécrétion donc, de protéines céphos dans le cortex infralimbique, l'équivalent du cortex singulaire antérieur chez l'homme, qui montre que la RTMS a une action spécifique au niveau de cette région frontale. Pour l'amygdale, la RTMS aussi a été efficace, de même que la fluoxétine, ce qui nous laisse dire que la RTMS agit au niveau frontal et au niveau de l'amygdale, alors que la fluoxétine n'agit qu'au niveau de l'amygdale. Au niveau de l'hippocampe, la troisième région d'intérêt, l'étude a montré qu'il y a une activité également intéressante au niveau pour la RTMS et la fluoxétine au niveau de la région CA1 de l'hippocampe. Ce qui nous laisse dire que finalement vous avez la RTMS dans le trouble de stress post-traumatique, elle a une action intéressante directe sur la région cible infralimbique, mais aussi des effets à distance, ce qui est un peu le modèle que je vous ai proposé et qu'on va tester chez l'homme, à distance au niveau de l'amygdale et au niveau de l'hippocampe. Ce qui n'est pas le cas pour la fluoxétine, qui semble ne pas avoir d'action à distance, en tout cas pas d'action au niveau du cortex préfrontal. Donc j'aimerais aller vers la conclusion pour vous dire que nous sommes à un stade plutôt initial de ces techniques de neurostimulation, que ça semble avoir un intérêt par rapport même aux médicaments, et que l'intérêt, il est pas seulement d'appliquer la RTMS, mais peut-être l'associer à l'activation du réseau sous-jacent. Donc fort de cette expérience, nous continuons donc le recrutement, nous sommes à 30 patients sur 60, et on a développé la même technique pour la TDCS, c'est-à-dire aussi de simultanément, pendant que le sujet lit son histoire traumatique, on va lui appliquer la TDCS et on a deux groupes aussi randomisés versus placebo pour vérifier l'efficacité de la technique, pour voir finalement l'intérêt de ce modèle, que ce soit la RTMS ou la TDS chez l'homme, mais aussi chez la souris. Est-ce que ceci peut répondre à un besoin réel et puis remettre un équilibre entre cette amygdale hyperactive, le cortex frontal qui est hypoactif dans le stress post-traumatique, et est-ce que nos interventions par la neurostimulation peuvent remettre un équilibre et peut-être aider finalement à la résilience et à la rémission donc, de cette clinique qui est fort intéressante mais fort complexe. Donc j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de ces techniques. Ils vont petit à petit s'affiner et j'espère arriver avec des données cliniques peut-être plus publiées, ce qui nous permettra peut-être d'aller plus vers une application thérapeutique, une application de terrain. Je conclus en me faisant ma propre pub, puisque vous avez, pour ceux qui aimeraient connaître un peu plus le trouble de stress post-traumatique, il y a un livre que nous avons publié en 2017 qui est assez complet, avec des approches cliniques, précliniques, psychologues et autres, sur qu'est-ce que le trouble de stress post-traumatique. Et bientôt va paraître un livre qui est sur les stratégies thérapeutiques
psychothérapeutiques, en fait, chez l'adulte, chez l'enfant, qui sont disponibles pour traiter les traumas et les post-traumas. Et ça va être présenté lors du congrès de psychiatrie et de neurologie de langue française à Bastia. Merci de votre attention.